Dans un grenier poussiéreux de Lyon, un archiviste municipal découvre par hasard un registre de 1893. Les pages, couvertes d'une écriture serrée, portent un titre glaçant « Inventaire des enfants transférés, Hospice Saint-Benoît ». Mais au lieu de noms suivis d'adoption officielle, on y lit une série de disparitions inexpliquées, des croix noires tracées à la hâte et des marges à noter, vendus, expédiés, aucune trace. Ce document, resté caché plus d'un siècle, révèle une mécanique effroyable où la misère des enfants abandonnés se transformait en monnaie d'échange. La pluie tombait en fine bruine sur les toits de Lyon, ce matin de novembre 1987, lorsque l'archiviste municipal, Émile Caron, monta au grenier de l'hôtel de ville. On lui avait demandé de trier plusieurs caisses de papier que personne n'avait ouvert depuis au moins 50 ans. Parmi les registres de taxes et les cartes jaunies, un volume attira son attention, une reliure de cuir brun, usée au point que le titre était presque illisible. En le feuilletant, Émile sentit un froid étrange lui parcourir la nuque. À la première page, écrite à l'encre bleutée, se lisait « Inventaire des enfants transférés, Hospice Saint-Benoît, 1893-1896 ». Les colonnes indiquaient des noms, âge, lieu de naissance et date d'entrée. Mais dans la colonne « Sortie », au lieu d'adoption ou de décès, figuraient de petits signes troublants, des croix, des initiales ou des annotations sèches comme EXP, expédié, vend, vendu, ou parfois un simple trait noir. Aucun document d'accompagnement, aucune signature d'autorité. Émile connaissait les procédures. À la fin du XVIe siècle, chaque enfant confié à un hospice devait être suivi par un registre, avec acte notarié, adoption certifiée ou certificat de décès. Mais ici, rien. Juste une comptabilité brutale, presque industrielle. Il décida d'approfondir ses recherches. En descendant avec le registre sous le bras, il se rappela que l'hospice Saint-Benoît avait été fermé en 1902, officiellement pour insalubrité. Le bâtiment, situé à l'est de la ville, avait été détruit après un incendie en 1911. Aucun monument ne rappelait son existence. Pourtant, dans les pages de ce livre, des centaines d'enfants semblaient avoir disparu sans laisser de traces. Extrait du registre, page 27, avril 1894. Dièse 1183. Jeanne C., 6 ans, entrée le 12 mars. EXP, Anvers, 17 avril. Dièse 1184. Michel D., 4 ans, entrée le 13 mars. Vent, 24 avril. Dièse 1185. Augustin R., 2 ans, entrée le 15 mars. Croix noire. Le soir même, Émile se rendit chez son amie, la journaliste indépendante Claire Montfort, connue pour ses enquêtes sur la corruption locale. En posant le registre sur sa table, il murmura « Claire, regarde ça. C'est une comptabilité, mais pas d'orphelinat. Plutôt celle d'un commerce. » Elle parcourut les pages, fronçant les sourcils. « Vendu. Tu comprends ce que ça implique? Je préférerais me tromper. » Claire referma brutalement le volume. Son instinct lui disait que cette découverte n'était pas seulement une relique administrative. C'était une preuve. Une porte entr'ouverte sur un système qui, derrière la façade d'un hospice, semblait avoir transformé les enfants abandonnés en marchandises. Au fil des jours, ils croisèrent leurs notes avec d'autres archives. Ils trouvèrent des lettres de l'époque adressées à la mairie, des plaintes de familles pauvres qui avaient confié leurs enfants à Saint-Benoît en attendant des jours meilleurs. On nous avait promis qu'on pourrait les reprendre, écrivait en 1895 une certaine Louise B., couturière. Mais quand j'ai demandé des nouvelles de ma fille Madeleine, on m'a dit qu'elle avait été placée. Sans me dire où, ni avec qui. Je veux au moins une adresse. Pas de réponse officielle. Pas de trace de Madeleine dans les registres civils. Seulement une mention dans le fameux inventaire, dièse 1247, Madeleine B., 3 ans. EXP. Marseille, 2 juin 1895. Claire décida de creuser. Elle consulta les journaux de l'époque. Plusieurs articles faisaient état des initiatives philanthropiques menées par des notables lyonnais, vantant les efforts de l'Hospice Saint-Benoît pour trouver des familles en province et à l'étranger. Mais aucun contrôle n'était mentionné. Puis, en décembre 1987, Émile et Claire mirent la main sur un rapport confidentiel de 1897, signé par un inspecteur sanitaire, oublié dans un dossier étiqueté « divers ».
Rapport de l'inspecteur adjoint J. Méric, 14 février 1897, extrait. Les locaux de Saint-Benoît présentent un état de salubrité précaire. Les dortoirs sont surchargés. Toutefois, ce qui frappe davantage est l'absence de registre de suivi complet pour les enfants sortis. Le directeur, M. Lavigne, invoque la confidentialité des adoptions. Cependant, plusieurs témoignages de nourrices affirment que des convois d'enfants partent régulièrement la nuit vers la gare de Perrache, destination inconnue. Je recommande une enquête plus approfondie. Claire posa le document à côté du registre. Voilà. On le savait déjà à l'époque. On a fermé l'hospice pour insalubrité, mais en réalité, on a étouffé un trafic. Émile sentit ses mains trembler. Il n'avait pas signé pour ça. Il était archiviste, pas enquêteur. Mais désormais, il n'avait plus le choix. Le livre qu'il avait ouvert racontait une histoire que la ville entière avait voulu oublier. Et ce n'était que le début. L'hiver 1988 s'installait sur Lyon avec ses brouillards épais qui avalaient les façades et ses tramways grinçants dans le froid métallique. Dans son petit appartement de la Croix-Rousse, Claire Montfort passait ses nuits à dépouiller les archives municipales, entourées de piles de journaux et de photocopies. Émile Caron, plus prudent, se contentait de lui transmettre discrètement les documents qu'il découvrait, redoutant que ses supérieurs n'apprennent qu'il avait sorti un registre classé non communicable. Un soir de janvier, Claire tapa du poing sur la table. « Émile, regarde ça. J'ai croisé les registres de Saint-Benoît avec les départs de train de la gare de Perrache entre 1893 et 1896. Il y a une coïncidence parfaite. Chaque fois que le registre mentionne EXP, un convoi de nuit part vers Marseille, Anvers ou Le Havre. Toujours avec des wagons supplémentaires dits humanitaires. » Elle brandit une coupure de presse du Progrès daté du 22 mai 1894. Hier soir, un convoi de bienfaisance a quitté la gare de Perrache, emmenant une trentaine d'orphelins confiés à des familles charitables du Midi. Nous saluons l'œuvre admirable de l'Hospice Saint-Benoît et de son directeur, M. Lavigne, qui continue de montrer que Lyon reste une capitale de la philanthropie. Philanthropie. Le mot sonnait comme une insulte. Émile hocha la tête. Et personne ne s'est jamais demandé qui étaient ces familles charitables. Claire ne répondit pas. Elle avait déjà ouvert une nouvelle enveloppe, une série de lettres anonymes reçues par la préfecture en 1896. L'une d'elles, signée seulement « Une mère », disait « Ils m'ont pris mon petit Henri, disant qu'il serait placé chez un couple de cultivateurs près de Vienne. Quand je suis allé à l'adresse donnée, il n'y avait personne de ce nom. On m'a dit qu'aucun enfant n'était arrivé. Depuis, silence. On ne me répond plus. Je crois qu'on me l'a volée. » Cette lettre n'avait jamais reçu de suite officielle. Au fil des semaines, Claire dressa une carte, des flèches reliant Lyon au port maritime, puis vers l'étranger. Marseille ouvrait vers l'Algérie coloniale. Le Havre, vers l'Amérique. Anvers, vers l'Allemagne et les Pays-Bas. Plus elle reliait les points, plus la « fabrique des orphelins » prenait forme, un réseau discret mais méthodique qui utilisait l'hospice comme entrepôt, la gare comme point de départ, et l'écran de la philanthropie comme justification. Émile, d'abord hésitant, finit par céder à l'élan de Claire. Ensemble, ils interrogèrent des témoins. La plupart étaient morts depuis longtemps, mais quelques descendants se souvenaient de rumeurs. Dans un café enfumé de la Guillotière, un vieil homme nommé André leur raconta ce que sa grand-mère lui avait confié. Elle travaillait comme lingère à Saint-Benoît. Elle disait qu'on voyait souvent des camions de nuit, avec des caisses de bois percées de trous. Les sœurs disaient que c'était pour transporter des vêtements. Mais ma grand-mère jurait d'avoir entendu des pleurs étouffés à l'intérieur. Claire sentit un nœud glacé se former dans son estomac. Elle nota chaque mot, chaque détail. Un autre témoignage vint d'une certaine Madame Lenoir, 84 ans, pensionnaire d'une maison de retraite à Villeurbanne. Sa mémoire vacillait, mais son regard s'éclaira quand Claire lui montra une photo jaunie de l'hospice. J'y ai perdu ma sœur en 1895. Elle s'appelait Sophie, elle avait 5 ans. Mes parents l'ont confiée provisoirement. On devait la reprendre après l'hiver, mais elle a disparu. On nous a dit qu'elle était partie en adoption. Mais on n'a jamais su où. Jamais. Ses mains tremblaient quand elle ajouta. Ma mère disait que Saint-Benoît était une machine à fabriquer des orphelins. Même quand on voulait récupérer nos enfants,
Ils inventaient des histoires. Et puis, plus rien. Claire, méthodique, chercha à identifier les bénéficiaires de ce trafic. En février 1988, elle consulta les registres douaniers du port de Marseille de l'année 1894. Dans une colonne discrète, elle trouva une mention récurrente. Convoi humanitaire enfant, 23 individus destination, Alger. Aucun nom, aucune identité. Juste un nombre. Comme si l'on déplaçait du bétail. Tu comprends ce que ça veut dire? Dit-elle à Émile en lui tendant la photocopie. On expédiait ses enfants dans les colonies. Probablement comme domestiques. Ou pire. Émile, livide, serra le registre contre lui. Et tout le monde a fermé les yeux. Les autorités, les notables, même l'Église. Parce que ça rapportait de l'argent et que ça débarrassait la ville de ses pauvres. Il avait raison. Claire commençait à collecter des chiffres, subventions publiques, dons privés, contrats passés entre l'hospice et certaines compagnies maritimes. Les sommes alignées laissaient deviner une économie parallèle prospère. Chaque disparition n'était pas seulement une tragédie, mais une transaction. Le 17 mars 1988, Claire reçut une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une simple feuille dactylographiée. Vous ne comprenez pas. Ce n'était pas de la cruauté, mais de la nécessité. Mieux valait vendre ses enfants que les laisser mourir de faim dans les rues. Ils n'avaient pas d'avenir. Nous leur en avons donné un. Arrêtez de fouiller. Certains secrets doivent rester enterrés. Émile paniqua. Quelqu'un sait ce qu'on fait. Et ce quelqu'un n'est pas mort. Claire posa la feuille sur la table, les yeux fixés sur les mots. Non, Émile. C'est la preuve que notre enquête touche juste. Et je ne m'arrêterai pas maintenant. Le printemps 1988 arriva, mais la lumière ne dissipait pas l'ombre qui planait sur l'enquête. Claire avait déjà réuni assez de preuves pour comprendre que Saint-Benoît n'était pas seulement un hospice mal géré, c'était la façade d'une entreprise clandestine. Il manquait pourtant les coupables. Qui avait orchestré ce trafic? Qui en avait profité? Émile, hésitant mais désormais complice, eut une idée. Les archives notariales. Si des adoptions ont été falsifiées, ou si des transactions ont été dissimulées, on doit retrouver une trace dans les études de notaires de l'époque. Ils passèrent plusieurs semaines dans la salle grise des archives départementales du Rhône. Claire y découvrit des liasses de contrats poussiéreux, des donations, des ventes de propriétés. Dans un dossier daté de 1895, elle tomba sur une mention étrange. Contrat de transfert de tutelle. Mineur non désigné. Tuteur, M. Gustave Lavigne, directeur de l'Hospice Saint-Benoît. Transfert aux soins de la Société maritime coloniale, Marseille. Aucun nom d'enfant. Aucune famille adoptive. Un document scellé par un notaire réputé de Lyon, Maître Darieux. Claire serra les dents. Voilà. Il ne faisait même pas semblant. Les enfants étaient confiés à une société, comme des cargaisons. Les recherches révélèrent bientôt d'autres anomalies. Dans les registres fiscaux de 1894, Émile repéra un flux d'argent important, des versements de la Société maritime coloniale à une association caritative locale, les Amis de l'enfance, dirigée par un certain Paul Delorme. En consultant les journaux de l'époque, Claire retrouva sa photographie, un notable souriant, moustache soignée, décoré de la Légion d'honneur pour ses services rendus aux indigents. En réalité, Paul Delorme gérait les dons et subventions de l'hospice. Chaque convoi d'enfants augmentait ses revenus. « Tu te rends compte ?» dit Émile, effaré. C'était un système triangulaire. L'hospice fournissait, l'association blanchissait, la compagnie maritime transportait. Et tout le monde applaudissait. Claire nota soigneusement les noms. Gustave Lavigne, directeur de l'hospice. Paul Delorme, philanthrope décoré. Maître Darieux, notaire complaisant. 3 piliers d'un commerce qu'on appelait bienfaiteur. En avril, Claire reçut un coup de fil inattendu. Une voix féminine, fragile, se présenta. « Je suis la petite-fille de l'inspecteur Méric, celui qui a écrit un rapport sur Saint-Benoît en 1897. J'ai quelque chose à vous montrer. » Ils se retrouvèrent dans un café discret près de Bellecour. La femme, une septuagénaire élégante nommée Madeleine, sortit d'une boîte en fer des papiers jaunis.
Mon grand-père a gardé des copies de son rapport. Il savait que ça disparaîtrait. Et il a laissé des notes personnelles. Les voici. Parmi les feuillets manuscrits, Claire lut « Le souffle coupé ». J'ai suivi en secret un convoi d'enfants, nuit du 3 décembre 1896. 42 mineurs embarqués en gare de Perrache. Direction Marseille. Aucun document officiel. Les sœurs accompagnaient, sous la surveillance de 2 hommes en civil. J'ai tenté d'alerter la préfecture. Réponse, ordre venu d'en haut, ne pas interférer. Je crains que l'hospice ne soit le masque d'un trafic d'État. Un silence lourd suivit la lecture. Madeleine hocha la tête. Mon grand-père en a payé le prix. Il a été muté en province, réduit au silence. Mais il n'a jamais cessé de dire, un jour, la vérité sortira. Claire sentit ses mains trembler. Elle avait désormais un témoin direct, même à travers le temps. De retour chez elle, elle recolla les pièces du puzzle. Le trafic d'enfants n'était pas seulement toléré, il était protégé par les autorités locales. En échange de quoi? Elle trouva la réponse dans une correspondance privée entre Paul Delorme et le préfet du Rhône, conservée dans une collection familiale mise aux enchères dans les années 1960. Cher ami, vous trouverez ci-joint la contribution de notre association pour les œuvres patriotiques. Sachez que l'Hospice Saint-Benoît continue d'expédier régulièrement, selon les accords. Tout se passe sans incident. Je vous remercie de votre discrétion. Émile lâcha le papier comme s'il s'était brûlé. Il finançait même la politique avec ça. Chaque enfant disparu servait à acheter la loyauté des puissants. Mais le plus accablant restait à venir. Claire consulta les archives de la Compagnie générale transatlantique. Elle trouva un inventaire de cargaison du 12 juin 1895. Au milieu des listes de denrées, une ligne dissimulée. Lot humanitaire 28 unités consignataires, Société maritime coloniale, Alger. Pas de prénom, pas d'âge, juste des unités. Claire posa le document sur la table et dit d'une voix blanche. On les a réduits à des numéros, comme du bétail. Voilà la vérité nue. La découverte fit basculer l'enquête. Il ne s'agissait plus seulement d'un hospice corrompu, mais d'un trafic organisé par des notables, soutenu par l'État, et masqué par le langage de la charité. Pour la première fois, Claire songea à publier. Mais elle savait que les héritiers des familles impliquées avaient encore du pouvoir à Lyon. L'enveloppe anonyme reçue en mars n'était peut-être qu'un avertissement. Si elle sortait tout au grand jour, elle se mettait en danger. Émile, lui, commençait à douter. Et si on se taisait? On a déjà compris. À quoi bon se mettre dans la ligne de mire? Claire le fixa longuement. Parce que ces enfants n'ont jamais eu de voix. Si nous ne parlons pas, personne ne le fera. Les mois suivants prirent une tournure plus sombre. Claire et Émile n'étaient plus seulement des chercheurs dans les archives. Ils devinrent des intrus dans une mémoire que certains voulaient garder scellée. Un soir de mai 1988, alors qu'elle rentrait chez elle, Claire trouva sa porte entr'ouverte. Rien n'avait été volé, mais son bureau avait été méthodiquement fouillé. Le registre de Saint-Benoît, qu'elle gardait dans une armoire verrouillée, avait disparu. À sa place, une simple carte postale ancienne représentant l'hospice Saint-Benoît avant sa démolition. Au dos, quelques mots tracés à l'encre noire. Laissez dormir les morts. Dernier avertissement. Claire appela immédiatement Émile. Ils sont venus. Ils ont pris le registre. Sa voix tremblait, mais sa détermination restait intacte. Alors, on continue. Sans registre, mais avec tout le reste. Le lendemain, ils tentèrent de revoir Madeleine, la petite fille de l'inspecteur Méric. À la maison de retraite, on leur annonça qu'elle avait été hospitalisée d'urgence, chute accidentelle dans l'escalier. Quand Claire demanda à quel hôpital, le personnel se montra évasif. Quelques jours plus tard, elle apprit que Madeleine était morte de complications. Émile baissa la tête. « Tu crois que… » Claire ne répondit pas. Mais dans son carnet, elle nota « témoin réduit au silence ». La peur s'installa. Claire remarqua des silhouettes familières derrière elle dans les rues de Lyon, des voitures stationnées plusieurs soirs d'affilée sous ses fenêtres. Émile, lui, reçut une convocation disciplinaire.
on lui reprochait d'avoir soustrait des documents non communicables. On le mit à pied provisoirement. Ils savent qu'on avance. Ils veulent nous étouffer, dit-il, la voix brisée. Alors on doit frapper plus fort, répondit Claire. Il nous faut un relais, un média prêt à publier sans se laisser intimider. Elle contacta un vieux confrère à Paris, journaliste d'investigation pour un hebdomadaire national. Il accepta de les rencontrer, mais exigea des preuves solides. Des noms, des sommes, des documents officiels, précisa-t-il. En fouillant encore les archives, Claire mit la main sur une série de rapports de la Chambre de commerce de Lyon, année 1895. Au milieu des chiffres de production et des échanges coloniaux, elle trouva une ligne budgétaire anodine, participation aux œuvres philanthropiques 12 000 francs, versement à la Société maritime coloniale. 12 000 francs de l'époque représentaient une fortune, l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'euros aujourd'hui. Tu vois, dit Claire en montrant le rapport à Émile. C'était une économie parallèle, mais aussi un investissement économique pour les notables. Les enfants n'étaient pas seulement volés, ils alimentaient le commerce colonial. Main-d'œuvre bon marché, domestique, parfois pire. Émile détourna les yeux, écœuré. Un autre document, trouvé dans un fonds notarial secondaire, apporta une pièce cruciale, une lettre manuscrite de Paul Delorme à Maître Darieux, datée du 7 octobre 1894. Cher maître, comme convenu, voici la liste des prochains départs. 32 enfants, majoritairement en bas âge, doivent être remis au capitaine de la ligne d'Alger le 14 courant. Assurez-vous que les actes soient rédigés de manière à ne laisser aucune contestation. Quant à la compensation, vous trouverez ci-joint le chèque de 8 000 francs. La liste jointe n'était pas présente, mais la lettre, sur papier à en-tête, portait la signature de Delorme. Claire sourit amèrement. Voilà notre pièce à conviction. Un document signé, prouvant que Delorme payait directement un notaire pour couvrir le trafic. C'est alors que le danger se rapprocha encore. Le 12 juin 1988, alors qu'Émile rentrait chez lui, 2 hommes en civil l'interceptèrent dans le hall de son immeuble. L'un lui plaqua une main sur l'épaule, l'autre lui glissa quelques mots à l'oreille. « Oubliez Saint-Benoît. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas vos papiers qu'on brûlera. » Ils disparurent aussitôt, le laissant tremblant. Émile courut jusqu'à chez Claire. « Je n'en peux plus. C'est trop gros, Claire. On ne lutte pas contre un siècle de silence et de complicité. » Elle le fixa longuement, puis répondit doucement. « Tu sais ce qui me hante la nuit, Émile? Ce ne sont pas leurs menaces. C'est l'idée de ces enfants, qu'on a effacés comme des chiffres. Si on recule, ils disparaissent 2 fois. » Leurs doutes furent balayés par un nouveau témoignage inattendu. Un ancien docker marseillais, octogénaire, contacta Claire après avoir lu un court article qu'elle avait publié discrètement dans une revue associative. Sa voix chevrotante, au téléphone, résonnait comme un écho venu du fond du siècle. « J'ai vu des cargaisons. Dans les années 30, on en parlait encore sur le port. Mon père, lui, en 1895, travaillait au quai d'Alger. Il m'a raconté qu'on déchargeait parfois des orphelins venus de Lyon. Pas 1 ou 2, des dizaines. Et toujours sous escorte. Il disait, ne pose pas de questions, c'est les œuvres. » Avec ses preuves et ses voix, Claire et Émile approchaient d'un point de non-retour. Mais chaque avancée attirait plus de danger. Une nuit de juillet 1988, leur appartement fut incendié. Les pompiers maîtrisèrent le feu, mais toutes les notes de Claire partirent en fumée. Heureusement, elle avait pris l'habitude de cacher des copies chez un ami libraire. Au milieu des cendres, sur la table carbonisée, un objet resta intact, une médaille en cuivre retrouvée dans les archives, portant la devise « Charité et patrie ». Elle semblait posée là volontairement, comme une signature ironique. Claire ramassa la médaille et murmura « Ils veulent nous faire taire. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. » L'incendie changea tout. Jusqu'ici, Claire et Émile s'étaient sentis comme des explorateurs dans les ombres de l'histoire, fouillant dans des papiers poussiéreux. Mais désormais, les flammes avaient franchi le seuil de leur quotidien. L'adversaire n'était plus une abstraction, c'était une main bien réelle, capable d'écraser toute résistance. Claire passa plusieurs nuits à réécrire, de mémoire, les passages essentiels de ses notes perdues.
Les copies qu'elle avait confiées à son ami libraire, un certain monsieur Roux, devinrent désormais leur seul refuge documentaire. Émile, lui, sombra dans une nervosité maladive. Il vérifiait 3 fois derrière lui en sortant du métro, gardait un couteau dans la poche de son manteau. On va finir comme Madeleine, ou comme ton registre disparu, lâcha-t-il un soir. Alors autant mourir pour une cause. Parce que si on abandonne, c'est comme si on les tuait une deuxième fois. Claire parlait des enfants. Toujours les enfants. Un jour de septembre 1988, une enveloppe brune arriva par courrier recommandé au bureau temporaire où Claire avait repris son travail. Pas d'expéditeur, mais une écriture nette, à remettre à Madame C. À l'intérieur, un dossier de 20 pages dactylographiées. Le titre, sobre, Rapport confidentiel sur les œuvres de Saint-Benoît, 1897. Le texte décrivait, avec une précision clinique, les modalités de transfert d'enfants. Lot de 18 garçons expédiés vers Oran, pris en charge par la maison Perrault et compagnie. 12 filles confiées au couvent Sainte-Claire d'Alger, frais couverts par l'allocation coloniale. Remise directe de 7 sujets à un négociant privé, Monsieur D, moyennant compensation exceptionnelle de 2000 francs. Tout était classé par date, nom partiel, somme. À la dernière page, une signature frappante, Inspecteur Elméric. Émile resta muet. Claire sentit son cœur battre dans ses tempes. Quelqu'un de l'intérieur nous aide. Quelqu'un qui a gardé ce rapport caché, et qui a décidé de nous le donner maintenant. Le dilemme surgit aussitôt. Que faire de ces pièces? Les montrer aux journalistes parisiens qu'ils avaient contactés, ou les protéger en attendant d'autres confirmations? Car publier, c'était prendre le risque d'être détruit avant même que l'histoire n'atteigne le public. Claire choisit la voie audacieuse. Elle prit rendez-vous à Paris, dans un café du quartier latin. Le journaliste, Dubois, les attendait. Il lut les documents avec un sérieux glacial. C'est énorme. Mais vous savez ce que vous touchez? Ce n'est pas seulement un scandale local. Les noms qui apparaissent ici, Perrault, Darieux, et même le patronyme D, ce sont des familles encore puissantes. On parle de dynasties décorées de la Légion d'honneur, de mécènes du Louvre, de sénateurs. Vous êtes prêts à encaisser le choc? Émile secoua la tête. Claire répondit sans hésiter. Oui. Parce que le véritable choc, ce n'est pas ce qu'on écrit. C'est ce qu'ils ont fait. Dubois demanda du temps. Il voulait recouper, vérifier auprès d'historiens coloniaux, fouiller les archives d'Alger. Sinon, on me fera passer pour un fou ou pour un diffamateur. En attendant, il conseilla la discrétion totale. Mais la discrétion n'était plus possible. Quelques jours après leur retour à Lyon, Claire reçut un appel anonyme. Une voix grave, métallique. Vous croyez sauver des enfants morts depuis 100 ans? Vous allez seulement condamner les vivants. Fermez vos dossiers. C'est notre dernier mot. La ligne se coupa. Les pressions ne s'arrêtèrent pas là. L'université annonça officiellement qu'Émile était suspendu Sindai. La raison invoquée, compromission de l'intégrité des fonds d'archives. Claire, elle, vit sa boîte aux lettres remplie de lettres d'insultes anonymes, parlant de traîtresse, de déshonneur national. Un soir, Monsieur Roux, le libraire qui gardait les copies de documents, la prévint qu'on avait tenté de forcer sa boutique. Les voleurs n'avaient rien pris, mais le message était clair. C'est alors que survint la première fissure publique. Le 12 octobre 1988, un petit article parut dans le Canard lyonnais, un hebdomadaire local. Titre: Les orphelins disparus de Saint-Benoît, rumeur ou réalité. On y évoquait une recherche indépendante, affirmant que des centaines d'enfants avaient été envoyés dans les colonies algériennes entre 1890 et 1900, sous couvert d'œuvres philanthropiques. L'article ne citait aucun nom, mais le doute était semé. Le soir même, Dubois appela Claire. « Ce n'est pas moi. Quelqu'un d'autre a parlé. Vous n'êtes plus seul dans cette histoire. » Mais Claire comprit que cela voulait aussi dire « Ils avaient perdu le contrôle du récit. » Dans les semaines qui suivirent, plusieurs familles notables de Lyon publièrent des communiqués indignés. Atteinte à l'honneur, calomnie, complot contre la mémoire philanthropique de la ville. Des avocats menaçaient de poursuites. Mais plus ils criaient, plus la rumeur se répandait.
Des habitants âgés commencèrent à parler. Une ancienne domestique, interviewée par un étudiant en sociologie, raconta qu'elle avait vu, enfant, des charrettes entières d'orphelins partir vers la gare, escortés par des hommes en uniforme. Un vieil homme confia qu'on appelait ces départs les vendredis de Saint-Benoît. Claire et Émile recueillaient ces témoignages comme des braises. Mais chaque flamme attisait la colère des puissants. En décembre 1988, une réunion houleuse se tint à l'Hôtel de Ville. Officiellement, il s'agissait d'un colloque sur l'histoire sociale des hospices lyonnais. En réalité, tout le monde savait que le sujet brûlant était Saint-Benoît. Claire, invitée par un historien allié, prit la parole. Elle sortit une copie du rapport Méric, lut à haute voix les passages sur les lots d'enfants expédiés. Le silence dans la salle fut glacial. Un homme dans le public, costume sombre, médaille à la boutonnière, se leva et tonna. Mensonge. Manipulation. Ces archives sont falsifiées. Vous salissez nos ancêtres et notre ville. Claire le fixa. Je ne salis rien. Ce sont eux qui se sont salis. Moi, je montre simplement ce qu'ils ont écrit de leurs propres mains. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva sous sa porte une enveloppe noire. À l'intérieur, une seule page, une liste de noms de famille. Tout en bas, en lettres rouges, vous êtes la prochaine. Émile insista pour qu'il quitte Lyon, au moins quelque temps. Mais Claire, obstinée, refusa. S'ils veulent m'effacer, qu'ils essaient. Mais maintenant, c'est trop tard, la vérité a commencé à circuler. L'hiver 1989 s'abattit sur Lyon comme un couvercle de plomb. Le Rhône charriait des eaux sombres, les quais étaient balayés par un vent humide, et Claire marchait désormais la tête basse, son manteau fermé jusqu'au menton, consciente de chaque pas derrière elle. Le 7 janvier, le danger se matérialisa. Alors qu'elle sortait d'une conférence universitaire où elle avait évoqué les ondes d'ombre des œuvres charitables du XIXe siècle, un homme surgit d'une ruelle et la poussa violemment. Elle chuta sur le pavé gelé, son sac s'éparpilla. Quand elle leva les yeux, il tenait un couteau. Mais une voiture arriva au même moment au bout de la rue. Le bruit du moteur le fit fuir. Claire resta au sol, les mains tremblantes, le souffle coupé. Sur le trottoir, à côté de son sac, un papier plié en 4. On vous a prévenu. Prochain coup, on ne ratera pas. Elle passa la nuit à l'hôpital, sous calmant. Émile, livide, ne cessa de répéter. Ça suffit, Claire. Il ne plaisante plus. Tu ne vois pas que tu risques ta vie. Si je recule, ils auront gagné, répondit-elle, la voix cassée. Ils auront réussi à faire disparaître l'histoire, comme ils ont fait disparaître les enfants. 2 semaines plus tard, le journaliste Dubois rappela. Sa voix était tendue, pressée. J'ai recoupé. Alger, Oran, archives commerciales. Tout confirme. Vos documents ne sont pas isolés. On retrouve les mêmes listes, les mêmes sommes. Je publie dans 10 jours, dans le numéro national. Claire sentit ses jambes fléchir. Enfin, le verrou allait sauter. Mais la riposte ne tarda pas. Dès le lendemain, une fuite organisée inonda la presse régionale. Des tribunes signées par des notables lyonnais dénonçaient une campagne de diffamation orchestrée par des extrémistes. Les mots « complot »,« manipulation idéologique »,« attaque contre la mémoire philanthropique de Lyon » revenaient comme un refrain. Émile soupira. Ils sentent la menace. Et plus ils crient, plus les gens commencent à se demander ce qu'ils cherchent à cacher. Le 1er février 1989, l'Hebdomadaire national publia enfin l'enquête de Dubois. 10 pages, photos des archives, facsimilés de lettres, témoignages de dockers. Titre en couverture, Les orphelins de Saint-Benoît, un scandale colonial oublié. Le pays entier découvrit qu'entre 1890 et 1900, plus de 1200 enfants lyonnais avaient été transférés vers l'Algérie sous couvert de charité. Le reportage citait directement le rapport Méric et les lettres de Delorme. Les réactions furent immédiates. Dans les rues de Lyon, des manifestants se réunirent devant l'ancienne chapelle Saint-Benoît, brandissant des pancartes « Où sont nos enfants ?» À l'Assemblée nationale, un député de gauche demanda l'ouverture d'une commission d'enquête sur les responsabilités historiques des hospices et des notables. La presse étrangère, du Guardian au New York Times, reprit l'affaire, parlant d'un « petit Vichy social » au cœur de la République.
Mais la gloire médiatique apporta son lot de représailles. Les bureaux de Dubois furent cambriolés, ses bandes magnétiques détruites. Émile reçut une assignation judiciaire pour atteinte à la réputation de familles honorables. Claire, de son côté, fut convoquée par la police pour trouble à l'ordre public après une manifestation spontanée. Un soir, alors qu'elle rentrait de Paris, elle trouva son appartement entièrement retourné, tiroirs vidés, livres éventrés, photos arrachées des murs. Sur son lit, soigneusement posé, une chemise cartonnée contenant uniquement une feuille blanche avec 3 mots. « Vous êtes seul ». Claire s'assit sur le sol, la tête entre les mains. Elle pensa aux enfants. Elle pensa à Madeleine, morte dans son escalier. Et elle pensa à la force invisible qui, depuis un siècle, protégeait les noms de Darieux, Perrault, Delorme. Pourtant, l'enquête commençait à fissurer ses murailles. En mars 1989, un archiviste d'Alger, ému par l'article, envoya anonymement à Claire une copie d'un registre de débarquement. 14 octobre 1894, arrivée du vapeur Ville d'Oran. À bord, cargaisons diverses, et 28 mineurs orphelins remis aux œuvres catholiques locales. Document signé par le capitaine et contresigné par le consul de France. C'était une preuve incontestable que les transferts n'étaient pas des « inventions malveillantes », mais un dispositif officiel, validé par l'État colonial. Émile laissa échapper un rire amer. Voilà. On ne peut plus parler de rumeurs. Ils vont devoir choisir, admettre, ou tuer l'affaire définitivement. Le choix sembla s'imposer dans la violence. Le 18 avril 1989, Claire fut victime d'un incendie criminel dans sa voiture, garée devant son immeuble. Heureusement, elle n'y était pas encore montée. Les pompiers retrouvèrent un bidon d'essence et une allumette brûlée. Cette fois, elle dut céder. La police l'intégra dans un programme de protection provisoire. Elle passa plusieurs semaines hébergée sous une fausse identité dans un gîte à la campagne. Mais même là, elle n'échappait pas au cauchemar. Des enfants sans visage l'appelaient à travers les flammes, tendant les bras vers elle. Quand elle reparut à Lyon, en juin, le climat avait changé. Le scandale avait pris une telle ampleur que des historiens prestigieux s'étaient joints à elle. Une pétition signée par 200 universitaires exigeait l'ouverture des archives nationales et ecclésiastiques. Des associations d'anciens pupilles réclamaient la vérité. Un sénateur lyonnais, sous la pression, dut admettre publiquement que certaines pratiques douteuses avaient pu exister à la fin du XIXe siècle. C'était la première fissure officielle dans le mur du déni. Claire, lors d'une interview télévisée, conclut par une phrase simple. « Il n'y a pas de fantômes ici. Seulement des enfants, des victimes d'hommes cupides et de notables respectés. Tant que leur histoire ne sera pas reconnue, nous serons tous complices. » La guerre n'était pas terminée. Mais désormais, le silence séculaire était brisé. L'été 1989 marqua un tournant. Ce qui avait commencé comme une enquête clandestine dans des cartons poussiéreux devint une affaire nationale. Les journaux titraient presque chaque semaine sur l'affaire Saint-Benoît. Certains parlaient de « honte lyonnaise », d'autres de « campagne idéologique », mais plus personne n'ignorait les faits. Des centaines d'enfants avaient disparu des registres des hospices à la fin du XIXe siècle. Le 3 juillet, l'Assemblée nationale convoqua une commission d'enquête parlementaire. Pour la première fois, Claire fut invitée à témoigner officiellement. Elle se retrouva dans une salle solennelle, devant une rangée de députés, des micros et des caméras. Elle avait emporté une chemise cartonnée où s'empilaient copies de lettres, rapports, extraits de registres. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle prit la parole. « Messieurs, mesdames, je vais vous lire des documents rédigés en 1894 par des notaires lyonnais. Ils ne parlent pas de charité. Ils parlent de lots d'enfants remis à des compagnies maritimes, avec des compensations financières. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les leurs. » Elle sortit la lettre de Paul Delorme au notaire Darieux. Sa voix résonna dans la salle. 32 enfants doivent être remis au capitaine de la ligne d'Alger le 14 courant. Assurez-vous que les actes soient rédigés de manière à ne laisser aucune contestation. Un silence pesant s'abattit. Puis un député de la majorité se leva, visiblement mal à l'aise. Ces documents sont-ils authentifiés? Oui. Vérifiés par des archivistes indépendants, recoupés avec les registres portuaires d'Alger. Le lendemain, les gros titres s'enflammèrent. La République face à ses orphelins volés.
Les familles impliquées, jusque-là retranchées dans le déni, virent leur nom circuler à la une. Perrault, Darieux, Delorme. Certaines possédaient encore des entreprises florissantes, d'autres siégeaient dans des conseils d'administration. La contre-attaque fut violente. Des avocats multiplièrent les plaintes pour diffamation. Des chroniqueurs télé dénoncèrent une « chasse aux sorcières ». Mais chaque cri, chaque démenti ne faisait que renforcer l'attention publique. Émile, de plus en plus nerveux, confia à Claire. « On est dans l'œil du cyclone. J'ai peur qu'ils aillent jusqu'au bout. Ils t'ont déjà menacé de mort. Tu l'as oublié? Non. Mais ce qui m'effraie encore plus, c'est de voir qu'on essaie, aujourd'hui encore, de protéger des criminels morts depuis un siècle. Comme si leur pouvoir survivait au-delà de leur tombe. » Fin août, un événement inattendu bouleversa le rapport de force. Une caisse en bois fut découverte dans les sous-sols d'un ancien entrepôt municipal promis à la démolition. À l'intérieur, des registres supplémentaires de l'hospice Saint-Benoît. Certains étaient rongés par l'humidité, mais plusieurs restaient lisibles. Ils contenaient des listes d'enfants, soigneusement numérotées, avec des annotations effroyables, vendus, expédiés, aucune trace. L'affaire devint irréversible. La télévision montra des images des registres, sous cellophane, entourés de gendarmes. Les commentateurs parlaient désormais de « trafic organisé ». Claire, devant ces documents, murmura. Ils avaient tout prévu. Chaque enfant transformé en ligne comptable. C'était une fabrique, au sens le plus froid du mot. Le 12 septembre 1989, lors d'une nouvelle audition parlementaire, un député révéla un élément explosif. Certains notables impliqués avaient été décorés de la Légion d'honneur dans les années 1900 pour leur action philanthropique. Parmi eux figurait Paul Delorme lui-même. Les réactions furent d'une violence inédite. Des élus de droite hurlèrent à la manipulation. Mais un jeune député lança, face caméra. Alors que la République honorait ses hommes, ils envoyaient des enfants dans les cales des navires. Est-ce cela, notre héritage? Ce soir-là, Claire reçut un appel d'un numéro inconnu. La voix était basse, presque lasse. « Vous ne comprenez pas, madame. Ce n'était pas un crime, c'était une nécessité. Ces enfants n'avaient rien, personne pour les nourrir. Nous leur avons donné une utilité. Qui êtes-vous? » demanda Claire. « Un descendant, un de ceux que vous salissez. Mais sachez-le, vous réveillez des haines anciennes. Faites attention. » La ligne se coupa. Claire resta figée, glacée. Elle nota ces mots dans son carnet. Justification, transformer des vies en outils. Le mal ne se croit jamais coupable. En octobre, sous la pression, le ministère de la Santé et celui de la Culture annoncèrent l'ouverture complète des archives hospitalières du XIXe siècle. Pour la première fois, des chercheurs indépendants purent consulter sans entrave. Les découvertes confirmèrent tout. En 10 ans, près de 1300 enfants avaient disparu des hospices de Lyon. Certains étaient morts sur les routes coloniales, d'autres réduits en domesticité. Aucun ne fut retrouvé. La vérité éclatait, implacable. Mais plus la lumière se faisait, plus Claire sentait le poids de l'ombre. Elle savait que ceux qui avaient juré de la faire taire n'avaient pas disparu. Ils observaient encore, tapis dans le silence. L'automne 1989 s'ouvrit comme une plaie. La France tout entière discutait de Saint-Benoît. Dans les cafés de Lyon, on n'entendait que ce nom. Certains frappaient du poing sur la table en criant « mensonge ». D'autres hochaient la tête, les yeux brillants, en murmurant enfin « on en parle ». La justice, sous pression, dut se saisir de l'affaire. En novembre, le parquet de Lyon annonça l'ouverture d'une instruction pour « recel de crimes contre l'humanité à caractère historique », une formule maladroite, mais symbolique. On n'allait pas juger les coupables, tous morts depuis des décennies, mais on allait examiner si leurs héritiers, leurs fondations, leurs entreprises avaient bâti leur fortune sur ces disparitions. Claire fut convoquée comme témoin principal. Dans le bureau du juge, elle déposa méthodiquement ses documents, copies de lettres, registres retrouvés, témoignages enregistrés. Le magistrat, un homme au visage austère, lui demanda « Vous savez que ce procès n'aboutira pas à des condamnations pénales? » « Oui. Mais il peut aboutir à une condamnation morale. Et parfois, c'est plus lourd qu'une peine de prison. » Émile, lui, se décomposait.
Suspendu de son poste, poursuivi en diffamation, harcelé par des inconnus, il se repliait dans un silence inquiet. Un soir, il explosa. « Tu crois vraiment que ça vaut le coup? Qu'on peut renverser un siècle de silence avec quelques papiers? Tu vois pas qu'ils veulent nous broyer? » Claire le fixa longtemps. « Émile, ce n'est pas nous qu'ils veulent broyer. Ce sont les enfants, encore. Chaque fois qu'on se tait, on leur ferme la bouche une seconde fois. » Émile baissa les yeux. Mais il ne répondit pas. En décembre 1989, les premières audiences publiques attirèrent une foule compacte. Journalistes, historiens, simples citoyens, tous venaient écouter les plaidoiries. Les avocats des familles notables défendaient bec et ongles l'honneur de leurs clients. L'un d'eux osa dire. Il ne s'agissait pas d'un trafic, mais d'une politique sociale adaptée à l'époque. Ces enfants, livrés à eux-mêmes, ont trouvé dans les colonies une chance de survie. La salle explosa de colère. Une femme se leva, brandissant une photo sépia d'un enfant. C'était mon oncle. Il n'avait que 8 ans quand on l'a pris à l'hospice. Il n'a jamais survécu au voyage. Le juge dut frapper de son marteau pour ramener le silence. Mais la fissure morale était béante. La presse étrangère s'empara de ces audiences comme d'un symbole. Le Times titra « La France face à ses enfants fantômes ». En Allemagne, on comparait Saint-Benoît à « un petit Buchenwald social ». L'opinion publique se déchira. Fallait-il vraiment juger des morts, salir la mémoire de notables respectés, ou fallait-il au contraire rendre justice à ces enfants invisibles? Claire reçut des centaines de lettres. Certaines la remerciaient, d'autres la maudissaient. Un soir, en ouvrant une enveloppe, elle trouva une photo d'elle prise dans la rue, avec au dos ces mots. « La prochaine disparition, ce sera la vôtre. » Elle se figea, glacée. Émile, en voyant le cliché, pâlit. « Claire, ça suffit. Quitte la ville. Moi, je ne peux plus. » Pour la première fois, elle vit dans ses yeux non pas seulement la peur, mais la résignation. La nuit suivante, elle fit un rêve. Elle se tenait dans un hangar sombre, entourée d'enfants vêtus de chemises blanches. Ils n'avaient pas de visage, mais leurs mains s'accrochaient à sa robe. Une voix murmurait « Si tu pars, nous resterons ici. Si tu restes, peut-être qu'on nous verra enfin. » Elle se réveilla en larmes. Le 15 janvier 1990, une révélation secoua tout le procès. Dans les archives du ministère des Colonies, à Aix-en-Provence, on retrouva un télégramme daté du 2 novembre 1894. Arrivée confirmée des lots d'orphelins de Lyon. Effectifs utiles pour la mise en valeur agricole. Prévoir nouvelles expéditions pour mars 1895. Signé, secrétaire général. La salle d'audience, quand ce document fut lu, resta muette. C'était la preuve ultime, l'État savait. L'État avait participé. Dès lors, plus rien ne put arrêter la vague. Les héritiers tentèrent encore de crier à la diffamation, mais leur voix se perdait dans le vacarme. Des associations réclamèrent des réparations symboliques, une plaque commémorative, l'ouverture des archives scolaires et ecclésiastiques. Émile, pourtant, annonça à Claire qu'il quittait l'affaire. « Je n'ai plus la force. Je suis désolé. »« Je comprends, » répondit-elle doucement. « Mais moi, je continuerai. Parce que si je me tais maintenant, je ne me relèverai jamais. » Il partit, laissant Claire seule face à la tempête. Mais elle n'était plus tout à fait seule. Dans les rues de Lyon, des jeunes venaient la saluer, lui dire merci. Des familles de pupilles d'hospice commençaient à se regrouper, à partager leurs histoires. La peur changeait de camp. En février 1990, devant l'hôtel de ville, une marche silencieuse réunit 5000 personnes. Tous portaient une bougie et un nom d'enfant disparu écrit sur un carton. Le froid était mordant, mais le silence plus puissant que n'importe quel cri. Claire marcha en tête, serrant contre elle une médaille en cuivre retrouvée dans les cendres de son appartement. Elle la leva au-dessus de la foule, et pour la première fois, elle ne sentit plus la peur. Mars 1990. La salle d'audience du tribunal de Lyon était pleine à craquer. Les bancs en bois craquaient sous le poids des journalistes, des familles, des curieux. On avait déplacé des écrans dans le hall d'entrée pour diffuser les débats à ceux qui n'avaient pas pu entrer. On aurait dit un spectacle, mais il ne s'agissait pas d'un théâtre,
C'était la mémoire collective, en train de se fissurer. Le procureur se leva, ses lunettes glissant sur son nez. Il énonça d'une voix sèche. Après examen des registres, télégrammes et témoignages, il est établi que l'Hospice Saint-Benoît, entre 1887 et 1902, a organisé, avec l'accord implicite des autorités, la déportation d'enfants abandonnés vers les colonies. Le terme exact, c'est « trafic ». Ces enfants furent réduits à l'état de marchandises. Un silence lourd tomba sur la salle. Puis un vieil homme, au premier rang, éclata en sanglots. Il serrait contre lui un portrait jauni d'un petit garçon. On entendit sa voix chevrotante. C'était mon frère. On a dit à ma mère qu'il était mort de la fièvre. Mais je savais qu'on mentait. Les avocats des familles notables tentèrent une dernière fois de sauver l'image de leur client. L'un plaida. Il faut replacer les faits dans leur contexte. À l'époque, les enfants des hospices n'avaient pas d'avenir ici. Les colonies représentaient une chance de travail, d'intégration. Claire, assise au milieu du public, sentit une colère sourde monter. Elle se leva sans attendre qu'on lui donne la parole. Une chance. Sa voix tremblait mais portait. Une chance, c'est quand on choisit. Pas quand on vous arrache à votre lit, qu'on vous met sur un bateau et qu'on vous vend comme un outil. La salle explosa en applaudissements. Le juge dut taper de son marteau, mais personne n'écoutait plus. À l'extérieur, le débat faisait rage. Les journaux titraient « Les enfants perdus de Lyon, une honte nationale, Le Monde. La vérité sort des archives, Libération. Une affaire montée en épingle par des militants, Le Figaro, plus prudent. » Les émissions de télévision invitaient des historiens, des anciens pupilles, des religieux. Un prêtre âgé, venu témoigner anonymement, déclara « Nous savions, mais on nous disait, c'est pour la gloire de la France. Alors nous avons fermé les yeux. » En avril, le jugement tomba. Pas de condamnation pénale trop tard. Mais un texte solennel fut lu. Le tribunal reconnaît que l'Hospice Saint-Benoît, en collaboration avec certaines autorités civiles et religieuses, s'est rendu coupable d'enlèvement et de traitements inhumains sur des mineurs. Ces faits, quoique prescrits, constituent une violation grave des droits humains. La mémoire de ces enfants doit être honorée, et leur nom restauré dans l'histoire. La salle se leva. Pas de clameur, pas de cris. Un silence digne, comme une prière. Claire sortit du tribunal tremblante. Sur les marches, une foule l'attendait. Des inconnus lui tendirent des mains, des lettres, des photos. Une vieille femme, aux cheveux blancs serrés dans un foulard, lui glissa dans la main une enveloppe. « C'est le carnet de mon grand-père. Il travaillait comme gardien à Saint-Benoît. Lisez, vous verrez. » Claire ouvrit l'enveloppe plus tard, chez elle. À l'intérieur, des pages tachées d'encre et d'humidité. On y lisait. 1er mai 1895. 30 enfants expédiés. Certains pleuraient. On m'a dit de ne pas regarder. Mais leurs yeux me hantent. Que avons-nous fait? Elle referma le carnet avec des mains glacées. La ville de Lyon fut secouée. Le maire, d'abord réticent, annonça en juin la création d'une commission de mémoire. On parla d'une plaque commémorative, d'un jardin des enfants disparus. Mais les résistances restaient fortes. Des familles influentes dénonçaient une « campagne de diffamation », menaçaient de couper leur financement à certaines institutions. Dans les dîners mondains, on murmurait « on exagère », encore une mode de repentance. Claire reçut des menaces de plus en plus précises. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva la porte de son appartement entr'ouverte. À l'intérieur, ses tiroirs étaient retournés, ses papiers éparpillés. Sur sa table, une seule phrase écrite au marqueur noir. « Ferme le registre ou tu seras la prochaine page. » Elle appela la police. On lui promit une enquête. Elle sut immédiatement qu'il n'y en aurait pas. Malgré la peur, elle continua. Elle écrivit un article pour un grand hebdomadaire. Son texte commençait ainsi. « Ce ne sont pas des fantômes. Ce sont des enfants qu'on a effacés. Et tant que leurs noms ne seront pas dits, nous serons complices de leur disparition. » L'article fit l'effet d'une déflagration. Des lecteurs, partout en France,
commencèrent à envoyer des lettres, des objets, des souvenirs liés aux hospices. Les archives se remplissaient d'histoires qui formaient un chœur de voix brisées. Mais le prix à payer grandissait. Émile, qui s'était éloigné, réapparut un soir. Il avait les traits tirés, les yeux cernés. « Claire, ils m'ont suivi, moi aussi. Ils ne veulent pas que tu continues. Si tu ne t'arrêtes pas, tu risques plus qu'une mise en garde. » « Astérisque alors qu'ils viennent, répondit-elle froidement. Moi, j'ai déjà choisi mon camp. Émile resta silencieux. Puis, d'une voix presque éteinte. Je ne sais pas si tu seras encore en vie pour voir le monument. Mais si tu tombes, moi je raconterai. Mai 1990. La première pierre du mémorial fut posée dans un petit parc près de l'ancien hospice. Une stèle sobre, sans ornement, avec une seule phrase gravée. À la mémoire des enfants disparus. Que leur absence nous oblige à la vérité. La foule rassemblée se taisait. Le vent faisait trembler les bougies. Et pour un instant, la ville sembla retenir son souffle. Lyon, été 1990. Le parc jouxtant l'ancien hospice Saint-Benoît s'était transformé en lieu de rassemblement. Tous les dimanches, des familles s'y retrouvaient, déposant des fleurs au pied de la stèle. Les noms manquaient encore, car la plupart des enfants restaient introuvables dans les archives, mais chaque visiteur murmurait un prénom, réel ou inventé, comme pour combler le vide. Claire, elle, s'était engagée corps et âme dans la commission de mémoire. Ses nuits étaient dévorées par la lecture des carnets, des lettres, des registres retrouvés. Elle savait que la lutte ne faisait que commencer. Il ne suffisait pas d'une stèle, il fallait une reconnaissance nationale. En septembre, elle fut invitée à Paris, à l'Assemblée nationale. Devant les députés, elle prit la parole, la voix ferme. « Nous avons admis la vérité à Lyon. Mais ce n'est pas une histoire locale. C'est une politique d'État. Ces enfants n'étaient pas les orphelins de Saint-Benoît, ils étaient les orphelins de la République. » Un murmure parcourut l'hémicycle. Le ministre de la Solidarité, contraint par la pression médiatique, annonça la création d'un fonds de recherche historique. Officiellement, l'État reconnaissait la responsabilité morale des institutions publiques dans la disparition de mineurs entre 1880 et 1910. Mais cette avancée provoqua une nouvelle vague de menaces. Claire trouva un soir, glissé sous sa porte, un vieux jouet en bois, une toupie ébréchée, avec ces mots griffonnés « Rends-nous nos morts et disparaît ». Malgré tout, elle poursuivit. Dans les archives de l'évêché de Lyon, un document oublié fit surface, une correspondance entre un supérieur ecclésiastique et le gouverneur de Guyane, datée de 1897. On y lisait « Nous vous confirmons l'envoi de 42 pupilles. Comme convenu, leur éducation religieuse sera maintenue jusqu'à leur majorité. En échange, prière de garantir la dotation promise à notre institution. » Ce n'était plus seulement l'hospice, l'Église elle-même avait couvert, parfois organisé, la marchandisation des enfants. Claire transmit le document au procureur. La presse s'en empara. Le scandale, déjà immense, devint national. Lyon se divisait. Dans certains quartiers, on parlait de Claire comme d'une héroïne, celle qui a rendu des visages aux fantômes. Dans d'autres, on crachait son nom comme une insulte, accusant cette fouilleuse de cadavres de salir la mémoire des bienfaiteurs locaux. Émile, qui avait repris contact, la soutenait à distance. Il lui écrivait des notes d'encouragement, mais refusait de s'exposer publiquement. Un soir, il l'appela. « Je ne peux pas être devant les caméras, Claire. Mais sache que, si jamais il t'arrête, j'ai des copies de tout. Ton travail ne disparaîtra pas. » Elle sourit tristement. « Alors je n'ai plus peur. » Octobre 1990. Le mémorial fut inauguré officiellement. Sous la pluie fine, une foule de plusieurs milliers de personnes se pressait autour de la stèle. Le maire prononça un discours hésitant, mais ce fut Claire qu'on invita à prendre la parole. Elle s'avança, trempée, les cheveux collés à son visage. « Nous ne sommes pas ici pour glorifier un passé douloureux, mais pour regarder en face ce que l'on a tenté d'effacer. Ces enfants n'ont pas eu de sépulture, pas de justice, pas de voix. Aujourd'hui, nous leur rendons au moins la vérité. Retenez ceci, le mal n'a jamais été l'œuvre de fantômes ni de démons. Le mal, c'est quand des hommes choisissent de fermer les yeux,
quand des institutions préfèrent le profit au devoir. Et le seul remède, c'est le courage de nommer les choses. Même si cela dérange. Surtout si cela dérange. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel applaudissement. Des gens pleuraient, d'autres tenaient leurs enfants contre eux. Après la cérémonie, Claire resta seule un moment devant la stèle. Elle caressa du doigt les lettres gravées. Une voix derrière elle la fit sursauter. C'était une femme âgée, soutenue par une canne. « Mon père travaillait à Saint-Benoît. Il a toujours refusé d'en parler. Mais la veille de sa mort, il m'a dit, « Ne crois jamais qu'ils étaient perdus. On les a perdus exprès. Alors merci, madame. Vous m'avez rendu la paix. » Claire hocha la tête, incapable de répondre. Les années suivantes, d'autres villes ouvrirent leurs archives. On découvrit que Saint-Benoît n'était pas un cas isolé. D'autres hospices, à Marseille, Bordeaux, Lille, avaient pratiqué des transferts similaires. Ce qui avait commencé comme une enquête locale devenait une révision nationale de l'histoire. Claire continua à témoigner, à écrire, à se battre. Elle reçut des prix, mais aussi des injures, des menaces, des procès. Elle accepta tout, parce qu'elle savait que, derrière chaque document, derrière chaque chiffre, il y avait un visage d'enfant. Un soir d'hiver, en rangeant ses papiers, elle retrouva la médaille de cuivre, celle qui avait survécu à l'incendie. Elle la posa sur son bureau, à côté du carnet du gardien et du télégramme colonial. 3 objets, 3 fragments d'un puzzle monstrueux. Elle se dit, je ne les ai pas sauvés, mais je les ai retrouvés. Et c'est déjà une victoire. Aujourd'hui, dans le parc de Saint-Benoît, les enfants jouent autour de la stèle. Ils courent, rient, grimpent sur les bancs. Les passants s'arrêtent parfois, lisent l'inscription, et repartent pensifs. La mémoire ne ressuscite pas les morts, mais elle empêche leur disparition totale. Et c'est peut-être ça, la leçon. Le mal ne vient pas de l'ombre ni du surnaturel. Le mal, c'est un choix humain, celui de réduire d'autres vies à des chiffres, des cargaisons, des profits. Ce choix, chacun peut le refuser. Chacun doit le refuser.